Les dangers cachés du développement personnel. Une promesse qui séduit des millions de personnes. Chaque jour, des millions d'individus ouvrent une vidéo, un livre ou un podcast avec le même espoir. Devenir une meilleure version d'eux-mêmes. Être plus discipliné. Plus productif. Plus intelligent. Plus confiant. Plus performant. Plus riche. Plus influent. Plus accompli. À première vue, cela semble admirable. Et souvent, ça l'est. Après tout, qui pourrait être contre l'amélioration de soi? Qui pourrait être contre la croissance personnelle? Qui pourrait être contre le fait de vouloir progresser? Pourtant, Carl Jung aurait posé une question inattendue. Une question que très peu de gourous du développement personnel osent poser. Et si ton désir de devenir meilleur était parfois une façon de fuir qui tu es déjà? Cette idée paraît choquante. Presque absurde. Mais plus on l'examine, plus elle devient troublante. Car derrière certaines quêtes d'amélioration se cache parfois quelque chose de beaucoup moins noble. Quelque chose de beaucoup plus inconfortable. La peur de soi-même. La peur d'être insuffisant. La peur d'être imparfait. La peur de ne pas être assez. Alors on se lance dans une course. Une course qui semble positive. Une course vers la croissance. Vers la réussite. Vers l'optimisation. Mais parfois, cette course n'a pas de ligne d'arrivée. Aujourd'hui, nous vivons dans une époque obsédée par l'amélioration. Il faut toujours progresser. Toujours apprendre. Toujours produire. Toujours optimiser. Toujours évoluer. Toujours devenir davantage. Et si tu t'arrêtes, tu prends du retard. Si tu ralentis, tu es dépassé. Si tu te contentes de ce que tu as, on te dit que tu manques d'ambition. Partout le même message. Plus. Encore plus. Toujours plus. Les réseaux sociaux ont amplifié ce phénomène à une échelle jamais vue. Chaque jour, des milliers de vidéos apparaissent. Réveille-toi à 5 heures. Travaille pendant que les autres dorment. Deviens millionnaire. Sois exceptionnel. Ne sois jamais satisfait. Au début, ces messages semblent motivants. Ils donnent de l'énergie. Ils créent de l'enthousiasme. Mais progressivement, quelque chose de plus sombre peut apparaître. Une impression étrange. L'impression de ne jamais être suffisant. Peu importe ce que l'on accomplit. Peu importe les progrès réalisés. Peu importe les efforts fournis. Il reste toujours une nouvelle montagne à gravir. Toujours un nouveau niveau. Toujours une nouvelle exigence. Toujours une nouvelle comparaison. Et c'est là que Jung devient particulièrement pertinent. Car selon lui, l'être humain possède une tendance dangereuse. Une tendance à chercher à devenir quelqu'un d'autre au lieu de comprendre qui il est réellement. Cette différence est fondamentale. Le développement personnel moderne parle souvent de transformation. Jung parlait davantage d'intégration. Ces deux approches peuvent sembler similaires. Elles sont pourtant radicalement différentes. Transformer signifie souvent devenir autre chose. Intégrer signifie devenir davantage soi-même. La nuance est immense. Imagine un arbre. Le développement personnel moderne lui dirait parfois: tu dois devenir plus grand. Tu dois pousser plus vite. Tu dois produire davantage de fruits. Tu dois battre les autres arbres. Jung poserait une autre question. Quel type d'arbre es-tu? Car un chêne ne deviendra jamais un pin. Un pin ne deviendra jamais un olivier. Et pourtant, beaucoup d'êtres humains passent leur vie à essayer de devenir ce qu'ils ne sont pas. Ils poursuivent des modèles, des idéaux, des images. Puis ils se demandent pourquoi ils se sentent épuisés. Parce qu'ils vivent parfois en contradiction avec leur nature profonde. L'une des plus grandes illusions du développement personnel moderne est peut-être celle-ci. Tout le monde devrait vouloir la même chose. Le succès, l'argent, la visibilité, la performance, l'influence. Mais Jung savait que chaque individu possède une structure psychologique unique. Certaines personnes sont faites pour diriger. D'autres pour créer. D'autres pour enseigner. D'autres pour explorer. D'autres pour construire. Le problème commence lorsqu'une société impose un modèle unique de réussite. Alors des millions de personnes commencent à courir vers des objectifs qui ne leur correspondent pas. Et le plus inquiétant, c'est qu'elles peuvent parfois les atteindre. Oui, atteindre un objectif qui ne leur appartient pas. C'est l'un des pièges les plus dangereux qui existent. Parce qu'un échec nous oblige à réfléchir. Mais une réussite vide peut nous enfermer pendant des années. Imagine un homme qui grimpe une échelle pendant 20 ans. Il travaille, sacrifie,
persévère. Puis un jour, il atteint enfin le sommet. Et il découvre que son échelle était appuyée contre le mauvais mur. Cette image résume parfaitement ce que Jung observait chez de nombreux adultes. Des personnes brillantes, talentueuses, disciplinées, mais profondément perdues, parce qu'elles avaient passé leur vie à poursuivre des objectifs définis par les autres. Le développement personnel devient alors une fuite élégante. Une fuite socialement valorisée. On ne fuit plus dans l'alcool. On ne fuit plus dans l'oisiveté. On fuit dans la productivité. On fuit dans les objectifs. On fuit dans l'optimisation permanente. On fuit dans le travail sur soi. Cela paraît paradoxal. Mais c'est précisément ce qui rend le phénomène difficile à détecter. Car tout le monde applaudit cette fuite. Lorsqu'une personne travaille 12 heures par jour pour éviter de ressentir son vide intérieur, on l'appelle ambitieuse. Lorsqu'elle remplit chaque minute de sa journée pour ne jamais être seule avec elle-même, on l'appelle productive. Lorsqu'elle poursuit obsessionnellement la prochaine réussite, on l'appelle motivée. Mais Jung poserait une question beaucoup plus profonde. Que cherches-tu réellement à éviter ? Car derrière l'obsession de l'amélioration se cache parfois une incapacité à accepter ce qui est déjà là. Une incapacité à accepter ses limites, ses blessures, ses peurs, son humanité. Et tant que cette acceptation n'existe pas, aucune quantité de réussite ne semble suffisante. Parce qu'au fond, la personne ne cherche pas à grandir. Elle cherche à se réparer. Elle cherche à combler une blessure. Elle cherche à mériter sa propre valeur. Or c'est une mission impossible. Car la valeur humaine ne peut pas être gagnée comme un trophée. Et c'est précisément là que commence l'un des plus grands pièges psychologiques de notre époque. Un piège dans lequel tombent même les personnes les plus intelligentes. Un piège qui transforme parfois le développement personnel en prison invisible. Et ce piège commence par une croyance extrêmement répandue. Je serai enfin assez quand j'aurai plus d'argent. Quand j'aurai plus d'abonnés. Quand j'aurai un meilleur physique. Quand j'aurai plus de connaissances. Quand j'aurai davantage de succès. Quand les autres me respecteront. Quand tout le monde reconnaîtra ma valeur. Cette phrase semble anodine. Pourtant, elle peut devenir l'une des plus grandes prisons psychologiques de l'existence. Parce qu'elle contient une idée cachée. Une idée rarement formulée clairement. L'idée que tu n'es pas encore suffisant aujourd'hui. Et c'est précisément là que le problème commence. Car si ton estime personnelle dépend constamment d'un objectif futur, alors tu es condamné à vivre dans le manque. Peu importe tes progrès. Peu importe tes accomplissements. Peu importe tes victoires. Ton esprit déplacera toujours la ligne d'arrivée. Toujours plus loin. Toujours plus haut. Toujours plus difficile à atteindre. Jung avait compris quelque chose de fondamental. Une personne qui se sent profondément inadéquate ne sera jamais satisfaite par ses réussites. Parce que le problème n'est pas extérieur. Le problème est intérieur. Imagine un seau percé. Peu importe la quantité d'eau que tu verses dedans. L'eau s'échappe continuellement. Beaucoup de quêtes modernes fonctionnent exactement de cette manière. La personne obtient une réussite. Elle ressent un soulagement. Puis quelques jours plus tard, la sensation disparaît. Alors elle repart à la chasse. Encore un objectif. Encore une victoire. Encore une récompense. Mais le vide revient. Toujours. Et ce cycle peut durer toute une vie. Aujourd'hui, de nombreuses industries vivent précisément de cette insatisfaction permanente. Elles ne vendent pas seulement des produits. Elles vendent une promesse. La promesse que tu seras enfin complet après le prochain achat. Après la prochaine formation. Après le prochain programme. Après le prochain objectif. Mais Jung aurait probablement répondu. Le problème n'est pas que tu n'es pas encore devenu quelqu'un. Le problème est que tu refuses parfois de rencontrer celui que tu es déjà. Cette phrase change tout. Car le développement personnel moderne repose souvent sur une logique de correction. Il faut corriger ses défauts. Corriger ses faiblesses. Corriger ses limites. Corriger son comportement. Toujours corriger. Toujours réparer. Toujours optimiser. Comme si l'être humain était un projet inachevé qu'il fallait constamment améliorer. Jung ne rejetait pas l'idée de croissance. Au contraire. Mais il pensait que la croissance véritable commence par l'acceptation. Une idée que beaucoup trouvent contre-intuitive. Parce qu'ils confondent acceptation et résignation. Or ce sont deux choses totalement différentes. La résignation dit « Je ne peux pas changer ». L'acceptation dit « Je vois clairement ce qui est là ». Et cette différence est immense.
Car on ne peut transformer que ce que l'on accepte d'abord de regarder. Voilà pourquoi tant de personnes tournent en rond pendant des années. Elles veulent changer. Mais elles refusent de voir certaines parties d'elles-mêmes. Elles veulent évoluer. Mais elles continuent à fuir leurs blessures. Elles veulent grandir. Mais elles refusent de rencontrer leur ombre. Et l'ombre est précisément l'un des concepts les plus puissants de Jung. L'ombre représente tout ce que nous refusons de reconnaître en nous. Nos faiblesses. Nos peurs. Nos jalousies. Nos colères. Nos insécurités. Nos contradictions. Tout ce que nous préférons cacher. Parfois même à nous-mêmes. Or le développement personnel moderne enseigne souvent une étrange stratégie. Se concentrer uniquement sur le positif. Pense positif. Parle positif. Visualise positif. Reste positif. Bien sûr, l'optimisme possède des qualités. Mais Jung aurait averti d'un danger. Une personne qui refuse de voir sa part d'ombre devient aveugle à elle-même. Et ce qui reste inconscient finit souvent par contrôler notre vie. Prenons un exemple simple. Imagine quelqu'un qui se considère comme extrêmement bienveillant. Toujours gentil. Toujours compréhensif. Toujours généreux. Cette image lui plaît. Elle fait partie de son identité. Mais que se passe-t-il avec sa colère ? Si cette colère est constamment niée, elle ne disparaît pas. Elle descend dans l'inconscient. Puis un jour elle explose. De manière disproportionnée. Inattendue. Violente parfois. Pourquoi ? Parce que ce qui est rejeté ne meurt pas. Cela attend. Jung répétait souvent cette idée sous différentes formes. Ce que nous refusons de rendre conscient dirige notre vie depuis l'ombre. Et c'est là que beaucoup de parcours de développement personnel rencontrent leurs limites. Ils cherchent à fabriquer une version idéale d'eux-mêmes. Une version toujours forte. Toujours motivée. Toujours disciplinée. Toujours performante. Toujours positive. Mais aucun être humain réel ne ressemble à cela. Aucun. Même les personnes les plus admirées possèdent leurs peurs. Leurs doutes. Leurs contradictions. Leurs fragilités. La différence est qu'elles les reconnaissent davantage. Or reconnaître sa vulnérabilité demande énormément de courage. Bien plus de courage que d'afficher une image parfaite. Car l'image parfaite est un masque. Et les masques sont épuisants à porter. Plus un individu essaie de paraître parfait, plus il devient prisonnier de cette perfection. Il ne peut plus montrer ses erreurs. Il ne peut plus montrer ses doutes. Il ne peut plus montrer ses échecs. Il doit continuellement protéger son personnage. Et ce personnage finit par lui coûter énormément d'énergie. Les réseaux sociaux ont amplifié ce phénomène à un niveau extraordinaire. Aujourd'hui, chacun possède la possibilité de construire une version idéalisée de lui-même. Une version filtrée, sélectionnée, contrôlée. On montre les réussites. Rarement les échecs. On montre les victoires. Rarement les batailles. On montre les résultats. Rarement les souffrances. Progressivement, une illusion collective apparaît. L'impression que tout le monde va bien. Que tout le monde réussit. Que tout le monde avance. Sauf nous. Cette comparaison constante nourrit alors une nouvelle obsession. Devenir meilleur. Toujours meilleur. Toujours plus vite. Toujours plus fort. Mais meilleur selon quels critères ? Voilà la question que Jung aurait posée. Car beaucoup d'individus poursuivent l'amélioration sans jamais définir ce qu'ils cherchent réellement. Ils courent. Mais ils ignorent vers quoi. Ils progressent. Mais ils ne savent pas dans quelle direction. Ils accumulent des compétences. Mais ils perdent parfois leur âme en chemin. Et lorsqu'une société entière commence à croire que la valeur humaine dépend exclusivement de la performance, quelque chose de dangereux apparaît. Quelque chose de subtil. Quelque chose qui ressemble à de la motivation, mais qui est parfois une forme sophistiquée d'autorejet. Et c'est précisément ce mécanisme que Jung aurait considéré comme l'un des grands pièges psychologiques de notre époque. Parce qu'à première vue, tout semble positif. La personne lit, apprend, travaille sur elle-même, développe ses compétences, améliore ses habitudes. Qui pourrait critiquer cela ? Le problème n'est pas l'amélioration. Le problème est parfois la motivation cachée derrière l'amélioration. Deux personnes peuvent accomplir exactement la même action. L'une agit par amour de sa croissance. L'autre agit par haine de ce qu'elle est. Extérieurement, les comportements semblent identiques. Intérieurement, tout est différent. La première personne dit « J'ai envie d'explorer mon potentiel ». La seconde dit « Je ne supporte pas la personne que je suis ».
La première avance avec enthousiasme. La seconde avance avec peur. La première construit. La seconde compense. Et cette distinction est fondamentale. Car lorsqu'une personne est secrètement en guerre contre elle-même, aucune victoire ne semble suffisante. Elle obtient un résultat. Puis immédiatement son esprit déplace l'objectif. Elle réussit quelque chose. Puis elle minimise cette réussite. Elle progresse. Puis elle regarde quelqu'un de plus avancé. Elle gagne. Puis elle se sent encore insuffisante. Pourquoi ? Parce que le problème n'a jamais été le manque de résultats. Le problème est le regard qu'elle porte sur elle-même. Et c'est ici que Jung apporte une idée extraordinairement profonde. Selon lui, beaucoup d'individus passent leur vie à construire une image idéale. Une version parfaite d'eux-mêmes. Une sorte de personnage imaginaire. Plus intelligent. Plus fort. Plus beau. Plus riche. Plus charismatique. Plus accompli. Puis ils comparent constamment leur être réel à cet idéal impossible. Et bien sûr, ils perdent toujours. Parce qu'aucun être humain réel ne peut rivaliser avec une image parfaite créée par son imagination. C'est une bataille truquée dès le départ. Imagine un homme qui regarde son reflet dans un miroir déformant. Chaque jour, il voit ses défauts amplifiés. Ses imperfections agrandies. Ses limites exagérées. Puis il passe son existence entière à essayer de corriger cette image. Sans jamais comprendre que le problème vient du miroir. Beaucoup de personnes vivent exactement ainsi. Leur regard sur elles-mêmes est devenu leur pire ennemi. Et le développement personnel peut parfois renforcer ce phénomène. Parce qu'il crée une obsession de l'écart. L'écart entre qui tu es et qui tu devrais être. L'écart entre ce que tu possèdes et ce que tu devrais posséder. L'écart entre ta réalité et ton idéal. Plus cet écart devient grand, plus le sentiment d'insuffisance grandit. Et certaines personnes deviennent dépendantes de cette sensation. Elles ne savent plus vivre autrement. Elles ne savent plus apprécier leur progrès. Elles ne savent plus savourer leur victoire. Elles ne savent plus être présentes. Pourquoi ? Parce qu'elles vivent constamment dans le futur. Toujours la prochaine étape. Toujours le prochain objectif. Toujours le prochain niveau. Et ce futur devient une sorte de paradis psychologique. Un endroit imaginaire où tout ira enfin bien. Mais ce paradis recule sans cesse. Parce qu'il n'existe pas. Jung aurait probablement souri devant une vérité aussi simple que douloureuse. Si tu ne sais pas être en paix avec toi-même aujourd'hui, tu ne sauras probablement pas être en paix avec toi-même demain. Car demain n'est souvent qu'une version agrandie d'aujourd'hui. Les mêmes pensées. Les mêmes mécanismes. Les mêmes peurs. Simplement avec davantage de possession ou davantage de responsabilité. Voilà pourquoi certaines célébrités semblent malheureuses malgré leur succès. Pourquoi certains millionnaires continuent de ressentir un vide. Pourquoi certains individus admirés vivent pourtant dans l'angoisse. Le monde extérieur a changé. Mais leur relation avec eux-mêmes est restée la même. Et selon Jung, la véritable transformation commence précisément là. Dans la relation que l'on entretient avec soi-même. Pas dans les trophées. Pas dans les récompenses. Pas dans les applaudissements. Mais dans cette conversation silencieuse qui se déroule chaque jour à l'intérieur de nous. Car cette conversation influence tout. La manière dont nous travaillons. La manière dont nous aimons. La manière dont nous souffrons. La manière dont nous avançons. Si cette voix intérieure répète constamment « Tu n'es pas assez », alors même le succès devient lourd. Si cette voix intérieure répète « Tu dois toujours faire plus », alors le repos devient impossible. Si cette voix intérieure répète « Tu ne vaux que par tes résultats », alors chaque échec devient une menace existentielle. Et c'est exactement ce que l'on observe aujourd'hui. Une génération extrêmement compétente, extrêmement informée, extrêmement ambitieuse, mais souvent épuisée. Pourquoi ? Parce qu'elle porte parfois un poids invisible. Le poids de devoir constamment prouver sa valeur. À ses parents, à ses collègues, à son entourage, aux réseaux sociaux, et parfois, à elle-même. Cette pression est immense. Parce qu'elle ne possède pas de fin. Une fois qu'un objectif est atteint, un autre apparaît. Une fois qu'une preuve est donnée, une nouvelle preuve devient nécessaire. La validation devient une drogue psychologique. Et comme toutes les drogues, elle exige des doses de plus en plus importantes. Plus de reconnaissance. Plus de résultats. Plus de visibilité. Plus de réussite. Jusqu'à ce qu'une question surgisse enfin.
Une question que peu de personnes osent affronter honnêtement. Pourquoi ai-je autant besoin de prouver quelque chose? Cette question est dangereuse. Parce qu'elle conduit souvent vers des réponses inattendues. Vers des blessures anciennes. Vers des peurs profondes. Vers des croyances héritées de l'enfance. Et c'est précisément là que commence le travail que Jung considérait comme essentiel. Non pas devenir quelqu'un d'autre, mais comprendre ce qui nous pousse à vouloir devenir quelqu'un d'autre. Car derrière cette poursuite incessante se cache parfois une peur beaucoup plus profonde. Une peur silencieuse. Une peur universelle. Une peur que presque tous les êtres humains connaissent à un certain degré. La peur de ne pas être digne d'amour tel que l'on est réellement. Et cette peur influence bien davantage de vies qu'on ne l'imagine. Parce qu'elle est rarement visible. Rarement assumée. Rarement reconnue. Pourtant, elle agit en silence. Comme un programme caché qui tourne en arrière-plan. Une personne croit courir après le succès. Mais parfois elle court après l'acceptation. Une personne croit poursuivre la richesse. Mais parfois elle poursuit la sécurité émotionnelle. Une personne croit vouloir devenir exceptionnelle. Mais parfois elle essaie simplement de prouver qu'elle mérite d'exister. Jung avait compris que derrière de nombreuses ambitions se cachent souvent des blessures invisibles. Ce n'est pas une critique. C'est une observation. Car nous sommes tous influencés par notre histoire. Par les paroles que nous avons entendues. Par les regards que nous avons reçus. Par les expériences qui nous ont marqués. Un enfant qui grandit en croyant qu'il doit constamment performer pour être aimé peut devenir un adulte extraordinairement productif. Mais cette productivité peut cacher une souffrance. La souffrance de celui qui ne se sent jamais assez. Alors il travaille davantage. Puis davantage encore. Puis encore davantage. Et le monde applaudit. Parce que le monde voit les résultats. Mais il ne voit pas toujours le moteur caché derrière ces résultats. Il ne voit pas la peur. La peur d'échouer. La peur d'être rejeté. La peur d'être ordinaire. La peur de décevoir. Et lorsqu'une vie entière est construite sur la peur, même les victoires deviennent fragiles. Parce qu'elles doivent constamment être renouvelées. L'être humain ne peut jamais se reposer. Il doit continuer. Toujours. Toujours plus vite. Toujours plus loin. Toujours plus haut. Sinon une voix revient. Une voix qu'il tente de faire taire depuis des années. Une voix qui demande. Et si tout cela n'était pas suffisant? Voilà pourquoi tant de personnes ont du mal à s'arrêter. Le silence les inquiète. Le repos les met mal à l'aise. Les vacances les rendent parfois anxieuses. Parce que lorsqu'elles cessent de courir, elles commencent à entendre ce qui se passe à l'intérieur. Et ce qu'elles entendent n'est pas toujours confortable. Jung observait que beaucoup d'individus développent une relation étrange avec l'activité. Ils deviennent incapables d'être simplement présents. Ils doivent toujours faire quelque chose. Toujours produire. Toujours apprendre. Toujours avancer. L'inaction leur paraît presque coupable. Comme si leur valeur dépendait constamment de leur utilité. Cette croyance est extrêmement répandue aujourd'hui. Combien de fois entend-on ? Je dois rentabiliser mon temps. Je dois être productif. Je ne peux pas perdre une journée. Je dois optimiser chaque heure. Ces phrases semblent raisonnables. Mais poussées à l'extrême, elles peuvent devenir destructrices. Parce qu'elles transforment l'existence entière en projet de performance. Même le repos doit devenir performant. Même la méditation doit produire des résultats. Même la lecture doit être rentable. Même les relations doivent être utiles. Progressivement, tout devient un moyen. Et quelque chose d'essentiel disparaît. La capacité d'exister sans objectif immédiat. La capacité de contempler. La capacité d'être. Pour Jung, cette perte est immense. Car certaines des découvertes les plus importantes de la vie n'apparaissent pas lorsqu'on force. Elles apparaissent lorsqu'on écoute. Lorsqu'on observe. Lorsqu'on laisse émerger ce qui est déjà présent. Or notre époque adore les réponses rapides. Elle aime les méthodes. Les stratégies. Les raccourcis. Les systèmes. Mais l'âme humaine ne fonctionne pas toujours ainsi. Certaines vérités demandent du temps. Certaines compréhensions demandent de la patience. Certaines transformations demandent de la maturité. Elles ne peuvent pas être accélérées par une vidéo de 30 secondes. Ni par une formule magique. Ni par une méthode miracle. Et pourtant, beaucoup de contenus modernes vendent précisément cette illusion. L'illusion qu'il existe une technique capable de résoudre instantanément tous les problèmes humains. Une habitude parfaite. Une routine parfaite. Une discipline parfaite.
Jung aurait probablement été très sceptique face à cette obsession. Parce qu'il savait que l'être humain est infiniment plus complexe qu'une formule. Chaque individu possède son histoire, ses blessures, ses talents, ses contradictions. Il n'existe pas de mode d'emploi universel. Ce qui fonctionne pour une personne peut détruire une autre. Ce qui nourrit l'un peut épuiser l'autre. Mais les réseaux sociaux favorisent rarement cette nuance. Ils préfèrent les certitudes, les règles absolues, les solutions simples. Parce que les solutions simples se partagent facilement. Malheureusement, la réalité psychologique est rarement simple. Prenons un exemple. Certaines personnes ont besoin de davantage de discipline. D'autres ont besoin de davantage de douceur envers elles-mêmes. Pourtant, les deux peuvent écouter exactement le même conseil. Travaille plus. Pour la première personne, ce conseil peut être bénéfique. Pour la seconde, il peut être catastrophique. Parce qu'elle travaille déjà trop. Parce qu'elle se juge déjà trop sévèrement. Parce qu'elle s'épuise déjà depuis des années. Et c'est ici que Jung apporte une perspective révolutionnaire. Le véritable développement n'est pas toujours là où l'on croit. Parfois, grandir signifie devenir plus discipliné. Mais parfois, grandir signifie arrêter de se battre contre soi-même. Parfois, grandir signifie apprendre à agir. Mais parfois, grandir signifie apprendre à s'accepter. Parfois, grandir signifie avancer. Mais parfois, grandir signifie s'arrêter. Cette idée dérange notre époque. Parce qu'elle ne peut pas être transformée en slogan. Elle exige de la conscience. Elle exige une connaissance profonde de soi. Et cette connaissance ne peut être empruntée à personne. Elle doit être découverte personnellement. C'est pourquoi Jung se méfiait des modèles de réussite universelle. Car ils risquent de transformer des êtres uniques en copies. Or devenir soi-même est exactement l'inverse. C'est découvrir ce qui nous distingue. Ce qui nous anime. Ce qui nous appelle. Et cette découverte demande souvent d'abandonner certaines images idéalisées. L'image du gagnant parfait. L'image du leader parfait. L'image de l'entrepreneur parfait. L'image de l'être humain parfait. Car derrière ces images se cache souvent une vérité que peu de gens veulent entendre. Une vérité simple, mais profondément libératrice. Une vérité qui peut transformer complètement notre rapport au développement personnel. Une vérité que Jung considérait comme essentielle. Ce n'est pas en devenant parfait que l'on devient complet. Et comprendre cette différence change absolument tout. Parce que depuis des années, une grande partie du développement personnel vend un idéal implicite. L'idéal de l'être humain sans défaut. Sans peur. Sans faiblesse. Sans contradiction. Sans hésitation. Sans échec. Une sorte de machine parfaitement optimisée. Toujours productive. Toujours motivée. Toujours disciplinée. Toujours performante. Mais Jung considérait cette vision comme profondément irréaliste. Et même dangereuse. Pourquoi ? Parce qu'elle pousse les individus à rejeter une partie essentielle d'eux-mêmes. Or tout ce qui est rejeté cherche tôt ou tard à revenir. Imagine une personne qui refuse totalement sa vulnérabilité. Elle veut paraître forte. Toujours. Elle ne veut jamais demander de l'aide. Jamais montrer ses doutes. Jamais révéler ses peurs. Au début, cette stratégie semble fonctionner. Les autres l'admirent. La respectent. L'envient parfois. Mais intérieurement, une pression immense s'accumule. Car maintenir une image parfaite demande une énergie considérable. Chaque faiblesse doit être cachée. Chaque erreur doit être dissimulée. Chaque doute doit être enterré. Progressivement, la personne devient prisonnière de son personnage. Et c'est là que Jung introduit l'une de ses idées les plus importantes. Le contraire de la perfection n'est pas l'échec. Le contraire de la perfection est la totalité. Une personne complète n'est pas parfaite. Elle est consciente. Consciente de ses qualités. Mais aussi de ses défauts. Consciente de sa lumière. Mais aussi de son ombre. Consciente de ses forces. Mais aussi de ses fragilités. Cette conscience change tout. Parce qu'une faiblesse reconnue possède moins de pouvoir qu'une faiblesse niée. Une peur reconnue possède moins de pouvoir qu'une peur cachée. Une blessure reconnue possède moins de pouvoir qu'une blessure ignorée. Voilà pourquoi Jung insistait tellement sur la connaissance de soi. Pas pour devenir parfait, mais pour devenir réel. Et être réel est beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît. Parce que la réalité est complexe. Nous sommes capables de générosité. Et d'égoïsme. De courage. Et de lâcheté. De sagesse. Et d'aveuglement.
de bonté, et parfois de cruauté. Ces contradictions existent chez tous les êtres humains. Chez les héros, chez les philosophes, chez les dirigeants, chez les artistes, chez les personnes ordinaires, chez toi, chez moi, chez tout le monde. Le problème n'est pas leur existence. Le problème est notre refus de les voir. Car lorsqu'une personne croit être uniquement bonne, elle devient aveugle à son potentiel destructeur. Lorsqu'elle croit être uniquement forte, elle devient aveugle à ses fragilités. Lorsqu'elle croit être uniquement rationnelle, elle devient aveugle à ses émotions. Et cet aveuglement crée des problèmes. Beaucoup de problèmes. Jung observait que certaines des pires erreurs humaines naissent précisément de cette absence de conscience. Les individus les plus dangereux ne sont pas toujours ceux qui connaissent leur ombre. Souvent, ce sont ceux qui sont persuadés de ne pas en avoir. Cette idée est profondément dérangeante. Parce qu'elle nous oblige à regarder en nous-mêmes. Pas seulement ce que nous aimons, mais aussi ce que nous préférions ignorer. Et c'est précisément là que beaucoup de démarches de développement personnel s'arrêtent. Elles enseignent comment devenir plus confiant, mais rarement comment comprendre sa jalousie. Elles enseignent comment devenir plus productif, mais rarement comment comprendre sa colère. Elles enseignent comment atteindre ses objectifs, mais rarement comment explorer ses peurs. Or pour Jung, ces dimensions sont essentielles. Car une vie équilibrée ne consiste pas seulement à accumuler des réussites. Elle consiste à développer une relation honnête avec soi-même. Et cette honnêteté demande du courage. Beaucoup plus de courage que de suivre une routine matinale. Beaucoup plus de courage que de lire un livre de motivation. Beaucoup plus de courage que de publier une citation inspirante. Parce qu'elle implique de regarder ce qui existe réellement. Sans filtre. Sans masque. Sans justification. Et ce regard peut être inconfortable. Très inconfortable. Car il révèle parfois que certaines de nos ambitions ne viennent pas de nous. Qu'elles ont été héritées. De nos parents. De notre environnement. De notre culture. Des réseaux sociaux. Progressivement, nous avons intégré certaines idées. L'idée qu'il faut être exceptionnel. L'idée qu'il faut réussir plus que les autres. L'idée qu'il faut constamment progresser. L'idée qu'il faut toujours viser plus haut. Mais Jung aurait posé une question redoutable. Pourquoi ? Pourquoi faut-il toujours plus ? À partir de quel moment est-ce suffisant ? À partir de quel moment peut-on simplement vivre ? Ces questions semblent simples. Pourtant elles déstabilisent profondément beaucoup de personnes. Parce qu'elles révèlent quelque chose d'étrange. Certaines personnes n'ont jamais réfléchi à leur propre définition du succès. Elles ont simplement adopté celle du monde. Plus d'argent. Plus de statut. Plus de visibilité. Plus de reconnaissance. Mais si ces critères ne correspondent pas à leur nature profonde, alors même les plus grandes réussites risquent de produire un sentiment de vide. Voilà pourquoi certains individus atteignent leurs objectifs et ressentent malgré toute une étrange déception. Ils pensaient trouver la paix. Ils trouvent simplement un nouvel objectif. Puis un autre. Puis encore un autre. Le cycle continue. Parce que la question fondamentale n'a jamais été résolue. La question de l'identité. Qui suis-je lorsque personne ne me regarde ? Qui suis-je lorsque je cesse de performer ? Qui suis-je lorsque je retire tous les rôles ? Toutes les étiquettes ? Tous les personnages ? Cette question est au cœur de toute la psychologie jungienne. Car selon Jung, beaucoup de personnes passent leur vie entière à développer leur personnage social. Mais très peu développent une véritable relation avec leur être profond. Et lorsque cette relation est absente, quelque chose finit toujours par manquer. Même au milieu du succès. Même au milieu des applaudissements. Même au milieu des accomplissements. Parce qu'une partie de nous sait reconnaître la différence entre ce qui est authentique et ce qui est joué. Et cette partie ne cesse jamais complètement de parler. Elle murmure au début. Puis elle insiste. Puis elle finit parfois par crier. À travers l'épuisement. À travers le vide. À travers les crises. À travers les remises en question. Et c'est souvent à ce moment-là que l'individu découvre que le véritable développement personnel n'est peut-être pas celui qu'il imaginait depuis le début. Car pendant des années, il croyait que grandir signifiait ajouter. Ajouter des compétences. Ajouter des connaissances. Ajouter des habitudes. Ajouter des performances. Ajouter des résultats. Toujours ajouter. Mais Jung aurait probablement répondu. Parfois, grandir signifie enlever. Enlever les illusions. Enlever les masques. Enlever les attentes qui ne nous appartiennent pas. Enlever les identités empruntées.
Enlever les rôles devenus trop étroits. Cette idée est profondément contre-culturelle. Parce que notre époque adore l'accumulation. Accumuler des diplômes. Accumuler des expériences. Accumuler des possessions. Accumuler des abonnés. Accumuler des succès. Mais l'accumulation ne produit pas automatiquement la sagesse. Parfois même, elle nous éloigne de nous-mêmes. Imagine une personne qui porte un sac à dos. Au début, le sac est léger. Puis elle ajoute une pierre. Puis une deuxième. Puis une troisième. Chaque pierre représente une attente. Une obligation. Une image à maintenir. Une comparaison. Une pression. Progressivement, le poids devient énorme. Mais la personne continue. Parce qu'elle croit que ce poids fait partie de la réussite. Puis un jour, elle s'effondre. Et c'est souvent à cet instant qu'elle réalise une vérité fondamentale. Ce n'est pas parce qu'une chose est lourde qu'elle est importante. Ce n'est pas parce qu'une chose est difficile qu'elle a du sens. Ce n'est pas parce qu'une chose est valorisée par la société qu'elle est bonne pour nous. Cette distinction change une existence. Parce qu'elle nous oblige à examiner nos motivations. Pourquoi faisons-nous ce que nous faisons ? Pourquoi poursuivons-nous certains objectifs ? Pourquoi voulons-nous certaines choses ? Ces questions semblent simples. Mais elles deviennent vertigineuses lorsqu'on les explore honnêtement. Car derrière beaucoup d'objectifs se cachent parfois des motivations inconscientes. Le désir d'être admiré. Le désir d'être accepté. Le désir d'être envié. Le désir d'être validé. Le désir de ne plus se sentir inférieur. Le désir de prouver quelque chose. Et lorsque ces motivations restent inconscientes, elles dirigent silencieusement notre vie. Jung passait énormément de temps à aider ses patients à découvrir ces mécanismes. Non pour les juger, mais pour les rendre conscients. Parce qu'une motivation inconsciente possède énormément de pouvoir. Une motivation consciente peut être choisie. Une motivation inconsciente nous choisit souvent à notre place. Voilà pourquoi certaines personnes répètent les mêmes schémas pendant des décennies. Les mêmes erreurs. Les mêmes relations. Les mêmes frustrations. Les mêmes déceptions. Elles changent parfois d'environnement. Mais le scénario reste identique. Pourquoi ? Parce que la cause réelle n'a jamais été examinée. Et c'est ici qu'apparaît une différence majeure entre la psychologie de Jung et une partie du développement personnel moderne. Le développement personnel demande souvent « Comment changer ?» Jung demandait souvent « Pourquoi agis-tu ainsi ?» La nuance est immense. Parce qu'avant de transformer un comportement, il faut comprendre ce qui l'alimente. Sinon le problème change simplement de forme. Prenons un exemple. Une personne extrêmement perfectionniste. Elle veut tout réussir. Tout contrôler. Tout maîtriser. À première vue, cela ressemble à une qualité. Mais Jung aurait voulu savoir ce qui se cache derrière cette perfection. Est-ce un désir sain d'excellence ? Ou une peur profonde de l'échec ? Une peur du jugement ? Une peur du rejet ? Une peur de ne pas être aimé ? Les comportements peuvent être identiques. Les motivations, elles, sont totalement différentes. Et les motivations façonnent notre expérience de la vie. Une personne motivée par la curiosité vit différemment d'une personne motivée par la peur. Une personne motivée par l'amour vit différemment d'une personne motivée par le manque. Une personne motivée par l'authenticité vit différemment d'une personne motivée par la validation. Or beaucoup d'individus n'examinent jamais réellement leur motivation. Ils avancent. Encore. Toujours. Sans jamais regarder le moteur qui les pousse. Et c'est précisément ce moteur qui finit souvent par provoquer l'épuisement. Car la peur est un carburant puissant. Mais elle brûle énormément d'énergie. Elle peut produire des résultats spectaculaires pendant un temps. Mais rarement une paix durable. Voilà pourquoi tant de personnes performantes se sentent pourtant fatiguées. Pas seulement physiquement. Profondément. Comme si quelque chose en elles était constamment sous tension. Comme si elles devaient toujours prouver quelque chose. Comme si elles n'avaient jamais le droit d'être simplement humaines. Jung aurait probablement vu dans cette fatigue un signal. Le signal que l'équilibre a été perdu. Car une vie entièrement construite autour de la performance finit souvent par négliger des dimensions essentielles de l'être humain. La contemplation. La créativité. La spontanéité. L'imagination. La connexion. Le jeu. Le silence. Toutes ces choses semblent improductives. Et pourtant elles nourrissent profondément la psyché. Le problème est que notre époque mesure presque tout. Le revenu. Les résultats. Les performances. Les statistiques. Les chiffres.
Mais certaines des expériences les plus importantes de la vie ne peuvent pas être mesurées. Comment mesurer la profondeur d'une conversation? Comment mesurer la beauté d'un coucher de soleil? Comment mesurer la signification d'un moment de lucidité? Comment mesurer la paix intérieure? Ces réalités existent pourtant. Et elles influencent souvent davantage notre bonheur que les chiffres que nous poursuivons. Mais elles demandent une qualité devenue rare. La présence. Être réellement présent. Pas occupé à publier. Pas occupé à comparer. Pas occupé à optimiser. Simplement présent. Pour Jung, cette capacité est essentielle. Parce qu'on ne peut pas entendre son monde intérieur lorsque tout son esprit est tourné vers l'extérieur. Et notre époque pousse constamment vers l'extérieur. Regarde. Compare. Réagit. Consomme. Publie. Partage. Toujours davantage. Toujours plus vite. Toujours plus loin de soi-même. Alors que le véritable développement pourrait bien commencer dans la direction opposée. Non pas vers davantage de bruit, mais vers davantage de conscience. Non pas vers davantage de performance, mais vers davantage de compréhension. Non pas vers davantage de contrôle, mais vers davantage de lucidité. Et cette lucidité révèle souvent quelque chose de surprenant. Quelque chose que très peu de personnes réalisent avant d'avoir passé des années à courir après le toujours plus. Une vérité simple, mais bouleversante. Une vérité qui remet en question une grande partie de ce que notre société appelle la réussite. Parce que lorsque l'on observe honnêtement certaines personnes considérées comme réussies, une question dérangeante apparaît. Sont-elles réellement libres? Ou sont-elles simplement prisonnières d'une cage plus luxueuse? Cette question est essentielle. Car beaucoup d'individus imaginent la réussite comme un état final. Une destination. Un moment où tout devient enfin simple. Un moment où les inquiétudes disparaissent. Les doutes disparaissent. Les peurs disparaissent. Mais la réalité est souvent différente. Les problèmes changent simplement de forme. Une personne pauvre peut être obsédée par l'argent. Une personne riche peut devenir obsédée par la peur de perdre cet argent. Une personne inconnue peut rêver de reconnaissance. Une personne célèbre peut rêver d'anonymat. Une personne seule peut chercher l'amour. Une personne entourée peut se sentir profondément isolée. Voilà pourquoi Jung refusait les solutions simplistes. Parce qu'il savait que les problèmes humains sont rarement uniquement extérieurs. L'être humain transporte souvent ses conflits avec lui. Il change de ville. Le conflit reste. Il change de travail. Le conflit reste. Il change de partenaire. Le conflit reste. Il change de statut. Le conflit reste. Pourquoi? Parce que la véritable source du problème n'a pas encore été rencontrée. Et cette rencontre exige du courage. Un courage particulier. Le courage de regarder à l'intérieur. Pas pour se juger. Pas pour se condamner. Mais pour comprendre. Comprendre ce qui nous anime réellement. Comprendre ce qui nous effraie. Comprendre ce qui nous attire. Comprendre ce que nous poursuivons depuis des années. Car certaines poursuites cachent des vérités inattendues. Par exemple, une personne peut croire qu'elle cherche la richesse. Mais ce qu'elle cherche réellement est peut-être la sécurité. Une autre croit chercher le pouvoir. Mais elle cherche peut-être le respect. Une autre croit chercher la perfection. Mais elle cherche peut-être simplement l'amour. Et tant que cette vérité reste cachée, la course continue. Encore. Toujours. Sans jamais apporter la satisfaction espérée. Parce que le véritable besoin n'est jamais nourri. Imagine quelqu'un qui meurt de soif. Et à qui l'on donne constamment de la nourriture. Même la meilleure nourriture du monde ne résoudra pas son problème. Parce qu'on ne répond pas aux bons besoins. Jung pensait que beaucoup de personnes vivent exactement cette situation sur le plan psychologique. Elles cherchent à remplir un vide intérieur avec des éléments extérieurs. Mais ce vide demande autre chose. Il demande de la conscience. De l'authenticité. Du sens. De la connexion avec soi-même. Et aucune réussite ne peut remplacer cela. Voilà pourquoi certaines personnes atteignent tout ce qu'elles avaient rêvé d'obtenir. Et découvrent malgré toute une étrange déception. Elles pensaient atteindre un sommet. Mais elles découvrent une autre montagne. Puis une autre. Puis encore une autre. Et soudain une question surgit. Combien de montagnes faudra-t-il encore gravir avant que je me sente enfin complet? Cette question change tout. Parce qu'elle révèle que le problème n'est peut-être pas la montagne. Le problème est peut-être la croyance selon laquelle une montagne extérieure pourra résoudre un manque intérieur. Et cette croyance est extrêmement répandue.
Elle est même encouragée. Chaque jour, des milliers de messages répètent la même idée. Tu seras heureux quand? Quand tu réussiras. Quand tu gagneras plus. Quand tu seras reconnu. Quand tu atteindras cet objectif. Mais Jung aurait probablement répondu. Si tu reportes constamment ta vie à demain, tu risques de ne jamais habiter aujourd'hui. Cette phrase paraît simple. Mais elle contient une immense sagesse. Car beaucoup de personnes vivent dans un futur imaginaire. Elles attendent constamment le prochain événement. La prochaine réussite. Le prochain palier. La prochaine validation. Et pendant ce temps, la vie réelle passe. Les saisons changent. Les années passent. Les relations évoluent. Les occasions disparaissent. Et l'instant présent est sacrifié au nom d'un futur qui n'arrive jamais complètement. Jung considérait cette situation comme une forme de déséquilibre. Parce que l'être humain a besoin de projets. Mais il a aussi besoin de présence. Il a besoin d'ambition. Mais il a aussi besoin de profondeur. Il a besoin de croissance. Mais il a aussi besoin d'acceptation. Lorsque l'un de ces pôles écrase totalement l'autre, la souffrance apparaît. Et notre époque semble avoir développé une fascination particulière pour un seul côté de l'équation. Le faire. Toujours faire. Créer. Produire. Optimiser. Construire. Accélérer. Mais être? Simplement être? Cela devient presque suspect. Comme si l'existence devait constamment être justifiée par une performance. Comme si la valeur humaine dépendait uniquement des résultats. Jung rejetait profondément cette idée. Parce qu'il voyait chaque individu comme quelque chose de plus vaste qu'une fonction sociale. Plus vaste qu'un métier. Plus vaste qu'un statut. Plus vaste qu'un compte bancaire. Plus vaste qu'une image publique. L'être humain possède une dimension intérieure. Une dimension symbolique. Une dimension spirituelle au sens large du terme. Et lorsqu'elle est négligée trop longtemps, quelque chose finit par réclamer son attention. Parfois sous forme de fatigue. Parfois sous forme de vide. Parfois sous forme d'angoisse. Parfois sous forme de crise existentielle. Et ces moments sont souvent mal compris. Nous les voyons comme des échecs. Comme des dysfonctionnements. Comme des obstacles. Mais Jung les considérait souvent comme des invitations. Des invitations à réexaminer notre trajectoire. À questionner nos certitudes. À regarder au-delà des apparences. À découvrir ce qui cherche réellement à émerger en nous. Car selon lui, chaque être humain porte un potentiel unique. Pas un potentiel de richesse. Pas un potentiel de célébrité. Pas un potentiel de domination. Un potentiel d'individuation. Le potentiel de devenir pleinement lui-même. Et cette tâche est infiniment plus complexe qu'il n'y paraît. Parce qu'elle exige parfois d'abandonner ce qui impressionne les autres. Pour retrouver ce qui nourrit véritablement l'âme. Et c'est précisément à cet endroit que commence la plus grande critique que Jung aurait probablement adressée à une partie du développement personnel moderne. Une critique qui dérange. Parce qu'elle touche directement à l'une des croyances les plus populaires de notre époque. La croyance selon laquelle il faut constamment devenir quelqu'un d'autre. Regarde attentivement les messages que nous recevons chaque jour. Sois plus productif. Sois plus discipliné. Sois plus charismatique. Sois plus riche. Sois plus influent. Sois plus performant. Sois plus extraordinaire. Toujours plus. Rarement entend-on. Comprends-toi davantage. Accepte davantage certaines parties de toi. Découvre ce qui te rend unique. Explore ce que ton inconscient essaie de te dire. Écoute ce que ton âme réclame. Ces messages existent. Mais ils sont beaucoup plus rares. Pourquoi? Parce qu'ils sont plus difficiles à vendre. Une méthode promettant de doubler tes revenus attire davantage qu'une réflexion sur ton monde intérieur. Une vidéo promettant le succès rapide attire davantage qu'une exploration de l'inconscient. Et pourtant, Jung aurait probablement affirmé que le second sujet est infiniment plus important. Parce que l'être humain peut survivre longtemps sans richesse. Mais il souffre profondément lorsqu'il perd le contact avec lui-même. Aujourd'hui, beaucoup de personnes connaissent parfaitement les stratégies pour atteindre leurs objectifs. Mais elles ignorent presque tout de leur propre mécanisme psychologique. Elles savent comment convaincre les autres. Mais ne savent pas pourquoi elles ont autant besoin d'être approuvées. Elles savent comment gagner de l'argent. Mais ne savent pas pourquoi elles ont peur d'en manquer. Elles savent comment paraître confiantes. Mais ne savent pas d'où viennent leurs insécurités. Cette situation crée une étrange contradiction. Nous devenons de plus en plus compétents à l'extérieur.
et parfois de plus en plus étranger à l'intérieur. Jung considérait cela comme un déséquilibre majeur. Parce que la connaissance du monde ne remplace pas la connaissance de soi. Les deux sont importantes. Mais lorsqu'une seule est développée, quelque chose finit par manquer. Imagine un homme qui possède une bibliothèque immense. Des milliers de livres. Des connaissances extraordinaires. Une intelligence remarquable. Mais qui ignore ses propres peurs. Ses propres blessures. Ses propres contradictions. Est-il réellement sage? Jung aurait répondu. Pas encore. Car la sagesse commence souvent là où la simple accumulation de connaissances s'arrête. Elle commence lorsqu'on dirige enfin son regard vers soi-même. Et ce regard n'est pas toujours agréable. Parce qu'il révèle des choses que nous préférions parfois ignorer. Il révèle nos hypocrisies, nos illusions, nos autotromperies, nos motivations cachées. Mais il révèle aussi nos forces inexploitées, nos talents oubliés, nos aspirations authentiques, notre potentiel véritable. Voilà pourquoi l'introspection est si importante dans la pensée jungienne. Non pas pour devenir obsédé par soi-même, mais pour devenir conscient. Car la conscience transforme tout. Une peur inconsciente contrôle. Une peur consciente peut être comprise. Une blessure inconsciente dirige nos choix. Une blessure consciente peut être guérie. Une croyance inconsciente limite notre vie. Une croyance consciente peut être remise en question. Et cette différence change littéralement le destin d'un individu. Beaucoup de personnes pensent que leur principal obstacle est extérieur. Le manque d'argent. Le manque d'opportunités. Le manque de temps. Le manque de ressources. Parfois c'est vrai. Mais parfois l'obstacle principal est intérieur. Une peur. Une croyance. Une identité devenue trop étroite. Un schéma répété inconsciemment. Et tant que cet obstacle reste invisible, il continue d'agir. Comme une force silencieuse. Comme un pilote automatique. Jung observait cela constamment. Des personnes brillantes répétaient les mêmes erreurs. Des personnes talentueuses sabotaient leur propre succès. Des personnes intelligentes restaient prisonnières de schémas destructeurs. Non parce qu'elles manquaient de capacité, mais parce qu'elles manquaient de conscience. Et c'est précisément ici que la psychologie devient plus importante que la simple motivation. La motivation peut te faire avancer. Mais la conscience te permet de comprendre où tu vas. La motivation peut te donner de l'énergie. Mais la conscience t'empêche de courir dans la mauvaise direction. Et courir vite dans la mauvaise direction reste une erreur. Même avec énormément de discipline. Même avec énormément d'efforts. Même avec énormément de courage. Voilà pourquoi Jung aurait probablement été méfiant face à certains discours modernes. Des discours qui glorifient l'action permanente. Sans jamais interroger la direction. Des discours qui valorisent la vitesse. Sans jamais examiner la destination. Des discours qui célèbrent la performance. Sans jamais questionner le sens. Or une vie peut être extraordinairement performante et profondément vide. Cette idée dérange. Parce qu'elle remet en cause beaucoup de nos certitudes. Mais elle explique aussi pourquoi certaines personnes ressentent un malaise malgré leur réussite. Quelque chose en elle sait. Quelque chose en elle comprend. Que la réussite extérieure n'est pas toujours synonyme d'accomplissement intérieur. Et lorsque cet écart devient trop grand, une crise apparaît souvent. Pas nécessairement une crise visible. Parfois une crise silencieuse. Une fatigue sans raison apparente. Une perte de motivation. Un sentiment d'absurdité. Une impression que quelque chose manque. Et ce manque devient de plus en plus difficile à ignorer. Parce qu'il ne concerne pas ce que l'on possède. Il concerne ce que l'on est devenu. Ou parfois, ce que l'on n'est pas encore devenu. Selon Jung, chaque être humain porte en lui une version plus complète de lui-même. Une version qui cherche à émerger. Une version qui ne correspond pas forcément aux attentes du monde. Une version qui réclame parfois des choix courageux. Des choix qui ne produisent pas toujours davantage d'argent. Davantage de prestige. Davantage d'admiration. Mais davantage de vérité. Et la vérité possède une particularité étrange. Elle est souvent moins spectaculaire que le succès. Mais elle nourrit beaucoup plus profondément. Car au fond, la question la plus importante n'est peut-être pas « Comment devenir meilleur ?» mais plutôt « Meilleur pourquoi ?» Et tant que cette question reste sans réponse, le risque demeure de passer sa vie entière à construire quelque chose d'impressionnant, sans jamais construire quelque chose qui nous ressemble réellement.
C'est à partir de cette prise de conscience que Jung introduit une idée encore plus troublante. Parfois, ce que nous appelons développement personnel n'est pas une évolution, mais une forme très sophistiquée d'évitement. Et plus cet évitement est récompensé par la société, plus il devient difficile à reconnaître. Car l'un des pièges les plus subtils qui existent est celui-ci. Fuir sa propre réalité tout en ayant l'impression de progresser. À première vue, cela semble impossible. Comment quelqu'un pourrait-il fuir alors qu'il travaille sur lui-même? Comment pourrait-il éviter la réalité alors qu'il lit des livres, suit des formations et cherche constamment à évoluer? C'est justement ce qui rend ce piège si dangereux. Parce qu'il porte le masque de la vertu, le masque du progrès, le masque de l'ambition, le masque de la discipline. Et pourtant, derrière ces apparences positives peut parfois se cacher une vérité plus complexe. Certaines personnes utilisent le développement personnel pour se transformer. D'autres l'utilisent pour éviter de se rencontrer. La différence est immense. Imagine une personne qui ressent une profonde solitude. Au lieu d'explorer cette solitude, elle s'inscrit à une nouvelle formation. Puis une autre. Puis une autre. Elle accumule des connaissances. Mais elle ne s'interroge jamais sur ce qu'elle ressent réellement. Une autre personne souffre d'un manque d'estime d'elle-même. Au lieu d'affronter cette blessure, elle poursuit obsessionnellement la réussite. Puis davantage de réussite. Puis encore davantage. Mais la blessure reste intacte. Simplement cachée sous des trophées. Jung observait fréquemment ce phénomène. L'être humain possède une capacité remarquable à éviter ce qui lui fait peur. Et cette capacité ne disparaît pas lorsque nous devenons intelligents. Au contraire. Parfois elle devient plus sophistiquée, plus élégante, plus difficile à détecter. Certaines personnes utilisent même leur intelligence pour construire des mécanismes de fuite extrêmement élaborés. Elles analysent tout, comprennent tout, expliquent tout, mais ne ressentent presque rien. Elles parlent de leurs émotions, sans réellement les vivre. Elles décrivent leurs blessures, sans jamais les confronter. Elles accumulent les concepts psychologiques, sans jamais permettre à ces concepts de transformer leur existence. Et c'est là qu'apparaît un autre danger moderne. La consommation de développement personnel. Consommer des idées n'est pas la même chose que les intégrer. Comprendre une vérité n'est pas la même chose que la vivre. Lire un livre sur le courage n'est pas être courageux. Lire un livre sur l'amour ne signifie pas savoir aimer. Lire un livre sur l'authenticité ne signifie pas être authentique. Pourtant, beaucoup de personnes confondent connaissance et transformation. Elles accumulent les contenus. Des centaines de vidéos. Des dizaines de livres. Des milliers de citations. Et malgré cela, leur vie change très peu. Pourquoi? Parce que l'information seule ne transforme pas. La transformation exige autre chose. Elle exige une confrontation. Une confrontation avec soi-même. Une confrontation avec ses habitudes. Une confrontation avec ses illusions. Une confrontation avec ses peurs. Et cette confrontation est souvent inconfortable. Très inconfortable. Car elle détruit certaines images que nous entretenons à notre sujet. L'image de la victime parfaite. L'image du héros parfait. L'image de la personne totalement rationnelle. L'image de la personne totalement bonne. Toutes ces images simplifient la réalité. Mais la réalité humaine est complexe. Jung le savait mieux que quiconque. Chaque individu contient des contradictions. Des forces opposées. Des désirs incompatibles. Des parties lumineuses. Des parties obscures. Et la maturité psychologique consiste précisément à accepter cette complexité. Pas à la nier. Pas à la masquer. Pas à la remplacer par une image idéalisée. Aujourd'hui, beaucoup de contenus promettent de simplifier l'être humain. Comme s'il suffisait de suivre 5 étapes. 10 habitudes. 3 règles. Une méthode miracle. Mais Jung voyait les choses autrement. Pour lui, l'être humain est un mystère. Même pour lui-même. Et ce mystère ne peut pas être réduit à une formule. Il doit être exploré. Patiemment. Honnêtement. Profondément. Voilà pourquoi les véritables transformations prennent du temps. Elles ne ressemblent pas toujours aux vidéos de motivation. Elles ne sont pas toujours spectaculaires. Elles sont souvent silencieuses. Progressives. Presque invisibles. Une personne commence à reconnaître certaines peurs. Puis certaines blessures. Puis certains schémas. Puis certaines illusions. Et peu à peu, sa relation avec elle-même change. Ce changement paraît discret. Mais il est immense.
Parce qu'il modifie la racine. Or lorsqu'une racine change, tout l'arbre change avec elle. À l'inverse, beaucoup de démarches modernes s'intéressent uniquement aux branches. Les comportements, les résultats, les performances, les habitudes. Ces éléments sont importants. Mais ils ne sont pas la source. La source se trouve plus profondément. Dans les croyances, dans les blessures, dans les désirs inconscients, dans les peurs cachées. Et tant que ces éléments restent ignorés, la personne risque de répéter les mêmes cycles. Encore et encore. Même avec davantage de discipline. Même avec davantage de motivation. Même avec davantage de connaissances. Jung aurait probablement considéré cela comme l'une des tragédies de notre époque. Jamais les êtres humains n'ont eu autant accès à l'information. Et pourtant, beaucoup restent profondément déconnectés d'eux-mêmes. Ils savent presque tout sur le monde. Mais très peu sur leur propre psyché. Ils connaissent les tendances, les algorithmes, les marchés, les stratégies, mais ignorent parfois leurs propres motivations les plus profondes. Et cette ignorance a un prix. Car ce que nous ne comprenons pas en nous-mêmes finit souvent par nous contrôler. Nos peurs dirigent nos choix. Nos blessures dirigent nos relations. Nos complexes dirigent nos ambitions. Nos insécurités dirigent nos décisions. Puis nous appelons cela le destin. Alors qu'il s'agit parfois simplement d'un inconscient non exploré. Et plus cet inconscient reste dans l'ombre, plus il influence silencieusement notre existence. C'est précisément pour cette raison que Jung considérait la connaissance de soi non pas comme un luxe, mais comme une nécessité. Une nécessité pour vivre libre. Une nécessité pour aimer librement. Une nécessité pour choisir consciemment sa direction. Car sans cette connaissance, nous risquons de poursuivre toute notre vie des objectifs qui ne nous appartiennent pas réellement. Nous risquons de devenir extrêmement compétents, dans une existence qui n'est pas la nôtre. Et cette possibilité est peut-être bien plus fréquente qu'on ne l'imagine. Parce que la plupart des gens ne se réveillent pas un matin en décidant de trahir leur véritable nature. Cela se produit progressivement. Très progressivement. Presque invisiblement. D'abord, il y a les attentes de la famille. Puis celles de l'école. Puis celles de la société. Puis celles du milieu professionnel. Puis celles des réseaux sociaux. Et sans même s'en rendre compte, l'individu commence à construire une identité adaptée à ses attentes. Il apprend ce qu'il faut dire, ce qu'il faut penser, ce qu'il faut désirer, ce qu'il faut poursuivre. Et souvent, cette adaptation est nécessaire. Aucun être humain ne peut vivre totalement isolé du monde. Nous avons besoin des autres. Nous avons besoin de règles. Nous avons besoin de structure. Mais un problème apparaît lorsque l'adaptation devient totale. Lorsque l'individu ne sait plus distinguer ce qui vient de lui, de ce qui vient des autres. Jung considérait cela comme l'un des grands dangers psychologiques de l'existence. Parce qu'à ce moment-là, l'être humain commence à vivre une vie empruntée. Une vie qui semble réussie de l'extérieur, mais qui manque parfois d'âme à l'intérieur. Et ce manque d'âme produit des symptômes particuliers. Une fatigue étrange. Une lassitude difficile à expliquer. Une impression de tourner en rond. Un sentiment que quelque chose manque sans savoir quoi. Beaucoup de personnes connaissent cette sensation. Elles se disent « Je devrais être heureux. Je devrais être satisfait. J'ai obtenu ce que je voulais. » Et pourtant, quelque chose résiste. Quelque chose refuse de se taire. Pour Jung, ce quelque chose est souvent une partie négligée de la personnalité. Une partie qui n'a jamais eu la possibilité de s'exprimer. Une partie sacrifiée au nom de l'adaptation. Peut-être une créativité oubliée. Peut-être une sensibilité rejetée. Peut-être un rêve abandonné. Peut-être une vérité intérieure constamment ignorée. Cette partie ne disparaît jamais complètement. Elle attend. Parfois pendant des années. Parfois pendant des décennies. Puis un jour, elle revient. À travers une crise. À travers un épuisement. À travers une remise en question. À travers une profonde insatisfaction. Et soudain, la personne commence à se demander « Pourquoi est-ce que je fais tout cela ?» Cette question est beaucoup plus puissante qu'elle n'en a l'air. Parce qu'elle attaque directement les fondations. Elle ne demande pas « Comment faire davantage ?» Elle demande « Pourquoi fais-je ce que je fais ?» Et lorsque cette question est posée avec sincérité, certaines réponses peuvent être bouleversantes. Certaines personnes découvrent qu'elles poursuivent depuis des années des objectifs qui ne les inspirent pas réellement.
D'autres découvrent qu'elles vivent principalement pour satisfaire des attentes extérieures. D'autres encore réalisent qu'elles ont confondu reconnaissance et accomplissement. Ou admiration et amour. Ou succès et sens. Ces confusions sont extrêmement fréquentes. Parce qu'elles sont encouragées partout. La société récompense facilement ce qui est visible. Les résultats. Les performances. Les trophées. Les chiffres. Les titres. Mais elle récompense beaucoup moins facilement les transformations invisibles. La sagesse. La lucidité. La paix intérieure. La maturité émotionnelle. La réconciliation avec soi-même. Pourtant, ce sont souvent ces dimensions qui déterminent la qualité réelle d'une existence. Jung l'avait compris. Et c'est pourquoi il se méfiait profondément des modèles de réussite trop simplistes. Parce qu'ils réduisent l'être humain à une seule dimension. Or l'être humain est infiniment plus vaste. Il ne cherche pas seulement à survivre. Il ne cherche pas seulement à réussir. Il cherche aussi à comprendre. À aimer. À créer. À donner un sens à son expérience. À devenir lui-même. Et c'est précisément cette dernière tâche qui est souvent oubliée. Devenir soi-même. Pas devenir l'idéal du moment. Pas devenir la copie d'un influenceur. Pas devenir la projection des attentes collectives. Mais devenir soi-même. Cette mission paraît simple. Elle est en réalité extraordinairement difficile. Parce qu'elle exige une honnêteté radicale. Une honnêteté que peu de personnes pratiquent réellement. Elle exige de reconnaître ce qui nous anime véritablement. Ce qui nous passionne. Ce qui nous effraie. Ce qui nous nourrit. Ce qui nous détruit. Et parfois, les réponses obtenues ne correspondent pas à l'image que nous avions construite. C'est pourquoi tant de gens préfèrent continuer à courir. Parce que courir évite de regarder. Parce que l'action permanente peut devenir une distraction. Une distraction très valorisée. Mais une distraction malgré tout. Et notre époque adore les distractions. Jamais l'humanité n'a eu autant de moyens d'éviter le silence. Jamais elle n'a eu autant de moyens d'éviter la solitude. Jamais elle n'a eu autant de moyens d'éviter l'introspection. Chaque seconde peut être remplie. Chaque instant peut être occupé. Chaque vide peut être comblé par une stimulation. Pourtant, Jung savait que certaines vérités n'apparaissent que dans le silence. Certaines réponses n'apparaissent que dans l'immobilité. Certaines compréhensions n'apparaissent que lorsque nous cessons enfin de courir. Et c'est précisément ce que beaucoup de personnes redoutent. Car lorsque le bruit s'arrête, une autre voix devient audible. Une voix discrète. Une voix ancienne. Une voix qui pose des questions que nous avons parfois évitées pendant des années. Es-tu réellement heureux? Cette direction est-elle la tienne? Cette vie te ressemble-t-elle? Ce que tu poursuis vaut-il vraiment tous ces sacrifices? Ces questions sont inconfortables. Mais elles possèdent un immense pouvoir. Parce qu'elles ouvrent la porte à quelque chose que le développement personnel moderne évoque souvent sans réellement l'explorer. La transformation authentique. Pas la transformation de surface. Pas le simple changement d'habitude. Pas l'amélioration de l'image. Mais une transformation qui touche les profondeurs de l'être. Une transformation qui modifie la manière dont nous nous percevons. Dont nous aimons. Dont nous travaillons. Dont nous donnons du sens à notre existence. Et selon Jung, cette transformation commence toujours au même endroit. Pas dans une méthode. Pas dans une technique. Pas dans une stratégie. Mais dans une rencontre. La rencontre la plus difficile de toutes. La rencontre avec soi-même. Et c'est précisément à partir de cette rencontre que commence ce que Jung appelait le véritable chemin d'individuation. Pour Jung, l'individuation n'est pas un objectif. Ce n'est pas une récompense. Ce n'est pas un statut. C'est un processus. Un processus qui dure parfois toute une vie. Parce qu'il ne s'agit pas de devenir quelqu'un d'autre. Il s'agit de devenir pleinement ce que l'on est. Et cette différence est immense. Aujourd'hui, beaucoup de personnes imaginent leur avenir comme une version améliorée de leur personnage actuel. Plus riche, plus influent, plus admiré, plus performant. Mais Jung aurait posé une autre question. Et si ton avenir consistait moins à ajouter qu'à découvrir? Découvrir ce qui est déjà là. Découvrir ce qui attend depuis longtemps dans l'ombre. Découvrir certaines parties de toi abandonnées en chemin. Car lorsqu'un enfant grandit, il apprend rapidement quelles facettes de lui-même sont acceptées. Et lesquelles ne le sont pas. S'il est récompensé lorsqu'il est sage, il apprend à valoriser cette partie. S'il est rejeté lorsqu'il exprime sa colère, il apprend à cacher cette colère. S'il reçoit de l'amour lorsqu'il est performant,
Il apprend à associer sa valeur à ses résultats. Peu à peu, une sélection s'opère. Certaines parties de la personnalité sont conservées. D'autres sont exilées. Et ce processus est presque universel. Le problème est que ce qui est exilé ne disparaît pas. Jamais. L'ombre continue d'exister. Silencieusement. Patiemment. Et plus elle est ignorée, plus elle cherche des moyens de se manifester. Parfois dans les rêves. Parfois dans les relations. Parfois dans les conflits. Parfois dans les crises existentielles. Parfois dans des comportements que nous ne comprenons pas nous-mêmes. Combien de personnes se sont déjà dit « Pourquoi ai-je réagi comme ça ? Pourquoi est-ce que je répète toujours cette erreur ? Pourquoi cette situation me touche autant ? Pourquoi cette personne m'irrite à ce point ?» Pour Jung, ces questions sont précieuses. Parce qu'elles révèlent souvent quelque chose d'inconscient. Et l'inconscient parle rarement de manière directe. Il préfère les symboles, les émotions, les projections, les répétitions, les rêves. Voilà pourquoi Jung accordait tant d'importance aux réactions émotionnelles intenses. Lorsqu'une émotion semble disproportionnée, quelque chose mérite d'être observé. Car souvent, ce n'est pas uniquement la situation présente qui provoque la réaction. Quelque chose de plus ancien s'active. Une blessure, une peur, une croyance, une mémoire émotionnelle. Et tant que cette source reste inconnue, elle continue d'agir. Comme un fil invisible. Un fil qui influence nos choix, nos relations, nos ambitions, notre perception du monde. Le véritable développement personnel consiste alors moins à contrôler sa vie, qu'à comprendre ce qui la dirige réellement. Cette idée change complètement la perspective. Parce que beaucoup de personnes cherchent constamment à exercer davantage de contrôle. Contrôler leurs émotions. Contrôler leurs pensées. Contrôler leurs habitudes. Contrôler leur environnement. Contrôler leur avenir. Mais Jung savait qu'une partie essentielle de l'être humain échappe toujours au contrôle. L'inconscient. Et plus nous essayons de l'ignorer, plus il agit en secret. Imagine un roi qui refuse d'écouter les messages venant d'une région de son royaume. Les messages continuent pourtant d'arriver. Puis les problèmes grandissent. Puis une crise éclate. Et soudain le roi découvre que ce qu'il ignorait depuis longtemps influençait déjà tout le royaume. La psyché humaine fonctionne parfois de la même manière. Ce que nous refusons de regarder ne cesse pas d'exister. Au contraire. Cela gagne souvent en puissance. Voilà pourquoi certaines personnes deviennent obsédées par des objectifs qui ne les rendent jamais heureuses. Pourquoi certaines poursuivent éternellement l'approbation. Pourquoi certaines sabotent inconsciemment leur réussite. Pourquoi certaines répètent les mêmes schémas amoureux pendant 20 ans. Pourquoi certaines ont peur du succès autant que de l'échec. Toutes ces situations peuvent sembler irrationnelles. Mais elles possèdent souvent une logique inconsciente. Une logique que seule une véritable exploration intérieure permet de révéler. Et c'est ici que le chemin devient fascinant. Car plus une personne apprend à se connaître, plus elle découvre que son identité est bien plus vaste que ce qu'elle imaginait. La plupart des gens vivent avec une définition très réduite d'eux-mêmes. Ils se résument à leur métier, à leur rôle social, à leur histoire, à leur réussite, à leurs échecs. Mais Jung considérait ces éléments comme une petite partie seulement de l'être. Une personne est davantage que son passé, davantage que ses peurs, davantage que ses blessures, davantage que ses résultats. Et découvrir cette profondeur transforme progressivement la manière de vivre. Les comparaisons perdent de leur pouvoir. Parce qu'on comprend que chacun suit un chemin différent. Les attentes extérieures perdent de leur pouvoir. Parce qu'on commence à écouter une voix plus intérieure. Les modes perdent de leur pouvoir. Parce qu'on cherche moins à imiter. Et davantage à comprendre. Peu à peu, la question cesse d'être. Comment puis-je devenir meilleur que les autres ? Et devient. Comment puis-je devenir plus authentiquement moi-même ? Cette question paraît moins spectaculaire. Mais elle est infiniment plus profonde. Parce qu'elle ne pousse pas à la compétition permanente. Elle pousse à la découverte. Elle pousse à la conscience. Elle pousse à la réconciliation intérieure. Et cette réconciliation est peut-être l'une des choses les plus rares dans le monde moderne. Car beaucoup de personnes vivent en guerre contre elles-mêmes. Elles combattent leurs émotions, leurs imperfections, leurs limites, leur fragilité, comme si elles devaient devenir quelqu'un d'autre pour mériter leur propre respect.
Mais Jung entrevoyait une autre possibilité. Une possibilité plus difficile, mais plus libératrice. Celle d'apprendre à intégrer ce que l'on est plutôt que de le combattre sans cesse. Et lorsqu'une personne commence enfin ce travail, quelque chose d'étonnant se produit peu à peu. L'énergie qui servait à maintenir des masques commence à se libérer. L'énergie qui servait à fuir commence à devenir disponible. L'énergie qui servait à impressionner commence à pouvoir servir à créer, à aimer, à comprendre, à vivre plus pleinement. Et c'est souvent à ce moment précis que l'individu réalise que la plus grande transformation de sa vie ne consiste peut-être pas à devenir quelqu'un de nouveau, mais à cesser progressivement d'être quelqu'un qu'il n'a jamais réellement été. Et cette prise de conscience est souvent bouleversante, parce qu'elle oblige à regarder en arrière, à examiner les années passées, les choix effectués, les chemins empruntés, les objectifs poursuivis. Et parfois, une question inconfortable surgit. Combien de choses ai-je faites pour être aimé plutôt que par conviction? Cette question peut être déstabilisante, parce qu'elle touche directement à l'un des besoins les plus puissants de l'être humain. Le besoin d'appartenance. Le besoin d'être accepté. Le besoin d'être reconnu. Depuis les origines de l'humanité, être rejeté par le groupe pouvait signifier la survie ou la mort. Notre cerveau garde encore les traces de cette réalité. Voilà pourquoi l'opinion des autres possède parfois un pouvoir immense sur nous. Bien plus immense que nous ne voulons l'admettre. Combien de personnes choisissent un métier pour impressionner? Combien choisissent un mode de vie pour être admirés? Combien poursuivent certains objectifs parce qu'ils paraissent prestigieux? Combien achètent certaines choses essentiellement pour l'image qu'elles renvoient? Ces comportements sont tellement répandus qu'ils semblent normaux. Et pourtant, ils peuvent nous éloigner considérablement de nous-mêmes. Parce qu'à chaque fois que nous sacrifions notre vérité pour obtenir une validation extérieure, nous renforçons une dépendance. La dépendance au regard des autres. Et cette dépendance possède une particularité dangereuse. Elle n'est jamais satisfaite très longtemps. Aujourd'hui, tu reçois des compliments. Demain, tu en veux davantage. Aujourd'hui, tu obtiens de la reconnaissance. Demain, elle devient normale. Aujourd'hui, tu impressionnes. Demain, tu dois impressionner encore plus. Le mécanisme ne s'arrête jamais. Parce que la validation extérieure fonctionne souvent comme un feu. Plus on l'alimente, plus il réclame de combustible. Voilà pourquoi certaines personnes deviennent prisonnières de leur image. Elles ne vivent plus pour elles-mêmes. Elles vivent pour maintenir une perception, une réputation, une identité publique, un personnage. Et plus ce personnage devient important, plus il devient difficile de s'en détacher. Jung observait ce phénomène sous différentes formes. Certaines personnes deviennent prisonnières de leur rôle professionnel. D'autres de leur rôle familial. D'autres encore de leur réputation. Au fil du temps, elles oublient qu'il ne s'agit que de rôles. Elles finissent par croire quels sont ces rôles. Mais un rôle n'est jamais la totalité d'un être humain. Un médecin est davantage qu'un médecin. Un entrepreneur est davantage qu'un entrepreneur. Un parent est davantage qu'un parent. Un artiste est davantage qu'un artiste. Lorsqu'une personne réduit toute son identité à une seule fonction, elle devient vulnérable. Car si cette fonction disparaît, elle ne sait plus qui elle est. Et c'est précisément ce qui explique certaines crises profondes. Le sportif qui ne peut plus pratiquer. Le dirigeant qui prend sa retraite. L'entrepreneur qui vend son entreprise. L'artiste qui perd son inspiration. Soudain, une question apparaît. Qui suis-je maintenant? Cette question peut sembler effrayante. Mais pour Jung, elle représente aussi une opportunité. L'opportunité d'aller au-delà des apparences. L'opportunité de découvrir une identité plus profonde. Une identité qui ne dépend pas uniquement des circonstances extérieures. Car tout ce qui est extérieur finit par changer. Les emplois changent. Les statuts changent. Les relations changent. Les modes changent. Les succès changent. Même notre corps change. Tout change. Et lorsqu'une personne fonde toute son identité sur ce qui change, elle vit dans une insécurité permanente. Jung cherchait autre chose. Quelque chose de plus stable. Une connexion avec le centre profond de la personnalité. Avec ce qu'il appelait parfois le soi. Le soi n'est pas le personnage. Ce n'est pas l'image sociale. Ce n'est pas la réputation. Ce n'est pas l'ego. C'est quelque chose de plus vaste. Quelque chose qui englobe toutes les dimensions de l'être. Les parties lumineuses. Les parties obscures. Les qualités. Les défauts. Les rêves.
les peurs, les contradictions. Et plus une personne se rapproche de cette totalité, plus elle devient difficile à manipuler. Pourquoi ? Parce qu'elle cesse progressivement de chercher sa valeur à l'extérieur. Elle peut encore apprécier la reconnaissance. Mais elle n'en dépend plus entièrement. Elle peut encore apprécier le succès. Mais elle ne fonde plus toute son identité dessus. Elle peut encore poursuivre des objectifs. Mais elle ne croit plus qu'ils résoudront tous ses problèmes intérieurs. Cette nuance est fondamentale. Parce qu'elle transforme complètement la relation à l'ambition. L'ambition cesse d'être une fuite. Elle devient une expression. Une expression de ce que l'on est. Et non une tentative désespérée de devenir quelqu'un d'autre. La différence est subtile. Mais immense. Dans un cas, l'individu agit à partir d'un manque. Dans l'autre, il agit à partir d'une forme de cohérence intérieure. Et cette cohérence produit une énergie différente. Une énergie moins anxieuse. Moins compulsive. Moins dépendante du regard extérieur. Plus calme. Plus stable. Plus profonde. Jung aurait probablement considéré cette évolution comme l'un des signes les plus importants de maturité psychologique. Parce qu'à ce stade, la personne commence à vivre selon sa propre vérité. Pas parfaitement. Pas constamment. Mais de manière croissante. Et cette vérité ne ressemble pas toujours à ce que la société attend. Parfois, elle pousse à ralentir lorsque tout le monde accélère. Parfois, elle pousse à simplifier lorsque tout le monde accumule. Parfois, elle pousse à créer lorsque tout le monde copie. Parfois, elle pousse à explorer des chemins que les autres ne comprennent pas. C'est pourquoi l'individuation demande du courage. Le courage d'être différent. Le courage de décevoir certaines attentes. Le courage de renoncer à certaines approbations. Le courage d'écouter une voix intérieure plutôt que le bruit collectif. Et ce courage devient particulièrement difficile dans une époque où tout semble conçu pour capter notre attention, influencer nos désirs et définir à notre place ce qu'une vie réussie devrait être. Car jamais dans l'histoire humaine nous n'avons été exposés à autant de modèles. Chaque jour, chaque heure, chaque minute, des milliers d'images défilent devant nos yeux. Des milliers de vies, des milliers de réussites, des milliers de mises en scène. Et sans même nous en rendre compte, notre esprit commence à comparer. Comparer est devenu automatique. Presque involontaire. Tu regardes quelqu'un qui semble plus riche. Puis quelqu'un qui semble plus heureux. Puis quelqu'un qui semble plus beau. Puis quelqu'un qui semble plus accompli. Puis quelqu'un qui semble avoir trouvé le sens de sa vie. Et lentement, une idée s'installe. L'idée que quelque chose manque chez toi. L'idée que tu n'es pas encore assez. Pas assez avancé. Pas assez intéressant. Pas assez réussi. Pas assez exceptionnel. Cette sensation est devenue si commune que beaucoup pensent qu'elle est normale. Mais Jung aurait immédiatement reconnu le danger. Parce que la comparaison constante nous éloigne de notre propre chemin. Elle nous pousse à regarder la vie des autres au lieu d'explorer la nôtre. Elle nous pousse à imiter plutôt qu'à découvrir. À reproduire plutôt qu'à créer. À suivre plutôt qu'à comprendre. Et plus ce mécanisme se répète, plus l'individu perd le contact avec ses propres aspirations. Un phénomène étrange se produit alors. La personne croit vouloir certaines choses. Mais en réalité, elle a simplement absorbé les désirs du monde autour d'elle. Elle croit avoir choisi. Mais beaucoup de ses choix ont été suggérés, influencés, conditionnés, guidés par des forces invisibles, des algorithmes, des tendances, des modèles sociaux, des attentes collectives. Et progressivement, une question fondamentale disparaît. Qu'est-ce que je veux réellement ? Pas ce que les autres veulent. Pas ce qui est à la mode. Pas ce qui impressionne. Pas ce qui génère des applaudissements. Mais ce qui résonne profondément. Cette question est devenue rare. Parce qu'elle exige du silence. Et le silence est devenu rare. Le monde moderne produit du bruit en permanence. Du bruit visuel. Du bruit sonore. Du bruit mental. Du bruit émotionnel. Et dans ce vacarme permanent, la voix intérieure devient difficile à entendre. Pourtant elle continue de parler. Toujours. Elle parle à travers l'ennui. À travers la frustration. À travers l'épuisement. À travers les rêves. À travers certaines intuitions étranges. À travers ce sentiment inexplicable que quelque chose n'est pas à sa place. La plupart des gens ignorent ces signaux. Parce qu'ils paraissent irrationnels. Parce qu'ils ne sont pas mesurables. Parce qu'ils ne produisent pas immédiatement des résultats. Mais Jung leur accordait une importance immense.
Car selon lui, l'inconscient possède une forme de sagesse. Une sagesse différente de celle de l'intellect. Une sagesse qui ne parle pas avec des arguments, mais avec des symboles, avec des émotions, avec des intuitions, avec des images. Voilà pourquoi il s'intéressait tant aux rêves. Les rêves fascinaient Jung, parce qu'ils permettent parfois d'observer ce que la conscience refuse de voir. Pendant la journée, nous contrôlons notre image, nos paroles, nos comportements, nos masques. Mais durant le sommeil, quelque chose se relâche. Et l'inconscient commence à raconter son histoire. Pas toujours clairement, pas toujours logiquement, mais sincèrement, très sincèrement. Parfois un rêve révèle une peur que nous refusons d'admettre. Parfois il révèle un désir oublié. Parfois il révèle un conflit intérieur. Parfois il montre une direction que notre conscience ignore encore. Pour Jung, ces manifestations ne devaient pas être rejetées. Elles méritaient d'être écoutées. Parce qu'elles pouvaient révéler des dimensions profondes de la personnalité. Aujourd'hui encore, cette idée conserve une immense pertinence. Car beaucoup de personnes vivent presque exclusivement dans leur tête. Elles analysent, calculent, planifient, optimisent. Mais elles n'écoutent plus. Ni leur corps, ni leurs émotions, ni leurs intuitions, ni leurs rêves. Or lorsqu'une seule partie de l'être humain dirige tout, l'équilibre disparaît. Jung cherchait toujours l'équilibre. L'équilibre entre la raison et l'intuition. Entre l'action et la contemplation. Entre la lumière et l'ombre. Entre le conscient et l'inconscient. Parce qu'une personnalité équilibrée est plus résistante. Plus lucide. Plus libre. Elle n'est pas parfaite. Mais elle est entière. Et cette totalité constitue peut-être l'objectif le plus profond de toute existence humaine. Pas devenir supérieur. Pas devenir célèbre. Pas devenir invincible. Mais devenir entier. Devenir un être humain réconcilié avec ses différentes dimensions. Avec ses forces. Avec ses limites. Avec ses désirs. Avec ses peurs. Avec son histoire. Avec son avenir. Cette réconciliation produit quelque chose d'extrêmement rare aujourd'hui. Une forme de paix intérieure. Pas une paix naïve. Pas une paix qui ignore les difficultés. Une paix qui naît de la cohérence. Une paix qui apparaît lorsque l'on cesse de mener une guerre permanente contre soi-même. Et cette guerre est beaucoup plus répandue qu'on ne l'imagine. Des millions de personnes passent leur journée à se juger, à se comparer, à se critiquer, à se condamner, à se répéter qu'elles devraient être différentes, meilleures, plus fortes, plus intelligentes, plus disciplinées, plus avancées, comme si leur valeur dépendait constamment d'une version future d'elles-mêmes. Comme si elles n'avaient jamais le droit d'être suffisantes dans le présent. Cette logique paraît normale. Mais elle crée une tension permanente. Une tension qui finit par épuiser. Car comment trouver la paix lorsque l'on passe sa vie entière à essayer d'échapper à soi-même? Comment trouver la sérénité lorsque l'on considère constamment son état actuel comme insuffisant? Comment se sentir vivant lorsque chaque instant devient simplement une étape vers autre chose? Jung voyait dans cette attitude une immense source de souffrance moderne. Parce qu'elle transforme l'existence en poursuite infinie. Une poursuite où la ligne d'arrivée recule constamment. Une poursuite où chaque victoire devient rapidement normale. Une poursuite où l'être humain finit parfois par oublier pourquoi il court encore. Et c'est précisément à cet instant que surgit l'une des questions les plus importantes de toute la psychologie jungienne. Une question simple en apparence, mais capable de bouleverser toute une vie. Que se passerait-il si tu arrêtais enfin de chercher à devenir quelqu'un, pour commencer à découvrir qui tu es réellement? Cette question semble simple. Mais elle contient peut-être l'un des plus grands bouleversements qu'un être humain puisse vivre. Parce qu'à partir du moment où tu cesses de courir après une image, une autre aventure commence. Une aventure beaucoup moins visible, mais infiniment plus profonde. L'aventure de la rencontre avec soi-même. Pendant des années, peut-être même pendant toute une vie, beaucoup de personnes cherchent à construire quelque chose. Une carrière. Une réputation, une réussite, une image, un personnage. Mais peu prennent le temps de construire une relation sincère avec elles-mêmes. Pourtant, c'est cette relation qui détermine tout le reste. Car peu importe où tu vas, tu t'emportes toujours avec toi-même. Peu importe ce que tu possèdes, tu continues à vivre avec ton monde intérieur. Peu importe ce que les autres pensent de toi, tu continues à entendre ta propre voix. Et si cette voix est remplie de peur, aucune réussite ne suffira.
Si cette voie est remplie de haine de soi, aucune validation ne suffira. Si cette voie est remplie de vide, aucune accumulation ne suffira. Voilà pourquoi Jung considérait la connaissance de soi comme une nécessité. Pas comme un luxe. Pas comme une curiosité intellectuelle. Mais comme l'une des tâches les plus importantes de l'existence humaine. Car l'être humain qui ne se connaît pas devient facilement manipulable. Manipulable par ses peurs. Manipulable par ses blessures. Manipulable par les attentes des autres. Manipulable par les modes. Manipulable par les illusions collectives. À l'inverse, celui qui apprend à se connaître développe une forme particulière de liberté. Une liberté discrète. Une liberté intérieure. Il ne cesse pas d'avoir des problèmes. Il ne devient pas parfait. Il ne devient pas invincible. Mais il devient plus conscient. Et cette conscience change tout. Parce qu'il commence à reconnaître ses mécanismes. Ses projections. Ses blessures. Ses désirs réels. Ses peurs cachées. Peu à peu, il cesse de vivre en pilote automatique. Peu à peu, il cesse de répéter inconsciemment certains schémas. Peu à peu, il cesse de courir uniquement parce que tout le monde court. Et une autre qualité apparaît. La lucidité. La lucidité de voir les choses telles qu'elles sont. Pas telles qu'on aimerait qu'elles soient. Pas telles que la société les présente. Pas telles que les réseaux sociaux les mettent en scène. Mais telles qu'elles sont réellement. Et cette lucidité possède un prix. Elle détruit certaines illusions. Elle détruit certaines excuses. Elle détruit certaines histoires que nous racontons à propos de nous-mêmes. Mais en échange, elle offre quelque chose de beaucoup plus précieux. La vérité. Or la vérité possède une caractéristique étrange. Elle n'est pas toujours confortable. Mais elle est libératrice. Car une illusion peut rassurer temporairement. Mais seule la vérité permet de grandir. Jung a consacré sa vie entière à explorer cette vérité. À explorer les profondeurs de l'âme humaine. À comprendre pourquoi les individus souffrent. Pourquoi ils se perdent. Pourquoi ils répètent certaines erreurs. Pourquoi ils poursuivent parfois des objectifs qui ne leur appartiennent même pas. Et après des décennies d'observation, il est arrivé à une conclusion fondamentale. L'être humain ne souffre pas seulement parce qu'il manque de ressources. Il souffre souvent parce qu'il est séparé de lui-même. Séparé de son ombre. Séparé de ses émotions. Séparé de son intuition. Séparé de son être profond. Et tant que cette séparation demeure, une partie de lui continue d'appeler. Parfois doucement. Parfois violemment. Mais toujours avec insistance. Car quelque chose en nous cherche naturellement l'unité. Quelque chose cherche à réconcilier les parties opposées. La lumière et l'ombre. La raison et l'émotion. Le conscient et l'inconscient. Le masque et le véritable visage. Voilà pourquoi le véritable développement personnel n'est pas une course vers la perfection. C'est un mouvement vers la totalité. Ce n'est pas devenir irréprochable. C'est devenir conscient. Ce n'est pas supprimer toutes ses faiblesses. C'est comprendre leur origine. Ce n'est pas éliminer son ombre. C'est apprendre à l'intégrer. Ce n'est pas devenir quelqu'un d'autre. C'est devenir pleinement soi-même. Et peut-être que la grande tragédie moderne n'est pas que les gens échouent. Peut-être que la véritable tragédie est différente. Peut-être que la véritable tragédie est de passer sa vie entière à essayer d'être quelqu'un que l'on n'est pas. À poursuivre une image. À servir des attentes. À maintenir un masque. Tout en oubliant progressivement son propre visage. Carl Jung nous laisse alors avec une invitation. Pas un ordre. Pas une méthode miracle. Pas une recette universelle. Une invitation. L'invitation à regarder honnêtement à l'intérieur. À explorer ce qui vit dans l'ombre. À écouter ce qui réclame notre attention. À questionner ce que nous poursuivons. À découvrir ce qui nous anime réellement. Car au bout du compte, la question la plus importante n'est peut-être pas « Combien ai-je réussi ?» ni « Combien n'ai-je accumulé ?» ni même « Combien de personnes m'admirent ?» La question la plus importante pourrait être beaucoup plus simple. Lorsque tout s'arrête. Lorsque les masques tombent. Lorsque le bruit disparaît. Lorsque les applaudissements cessent. Peux-tu enfin te regarder en face? Et reconnaître la personne qui se tient devant toi? Car selon Jung, c'est peut-être là que commence la véritable liberté. Non pas la liberté de faire tout ce que l'on veut. Mais la liberté beaucoup plus rare, de devenir enfin celui que l'on est réellement.